Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir et c'est un temps maussade sur la France et un sale temps pour le gouvernement. La mobilisation contre le projet de loi travail ne faiblit pas, au contraire. Les détracteurs du texte ne désarment pas. Alors quelle porte de sortie pour l'exécutif qui a déjà aménagé le projet de loi travail? La situation sociale et politique est tendue, le débat à suivre. Et plus particulièrement, l'attention et les oppositions se concentrent autour de Manuel Valls. Après 2 années à Matignon, le Premier ministre se retrouve au plus bas dans les sondages, entraîné dans sa chute par le président. Manuel Valls fragilisé, c'est l'édito politique ce soir. Enfin, l'entretien, mon invité est philosophe, professeur à Paris et Stanford. Francis Ball publie Le choc des incultures dans un monde de plus en plus incertain. Il dénonce l'incompréhension réciproque et la stigmatisation de l'autre. Le grand entretien, c'est tout à l'heure. Voilà pour le programme, merci de votre fidélité, vos questions, vos réactions via notre hashtag OVPL et tout de suite les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. 4e journée de mobilisation contre la loi El Khomri. Une mobilisation plutôt suivie partout en France. Plus d'1 million de personnes dans les rues selon les syndicats, 390 000 selon la police. Les concessions du gouvernement sur ce texte n'ont pas calmé la rue. De nouvelles journées de manifestation sont déjà prévues les 5 et 9 avril prochains. Jérôme Bonnard. Cet après-midi, dans toute la France, selon la CGT et Force ouvrière, ils étaient 2 fois plus au moins que le 9 mars dernier. Plus rien ne freine la mobilisation, ni la pluie, ni les modifications du texte de la loi travail annoncé lundi 14 mars par le Premier ministre Manuel Valls. Aujourd'hui, le ton se durcit et vise toute la classe politique. Je pense que les parlementaires, au-delà du gouvernement, les parlementaires, eux aussi, doivent écouter le mécontentement. Et donc, ils doivent dire on recommence à zéro. Ils doivent dire au gouvernement il faut recommencer à zéro. Ce projet de loi n'est pas bon et donc il faut retravailler un vrai code du travail moderne qui protège les salariés. Sans l'obtention de nouveaux droits sociaux, il ne reste pour les centrales protestataires presque aucune marge de négociation avec le gouvernement. Le président de la République a été sage hier. Il a retiré son projet sur la déchéance de nationalité. Il faudrait qu'il soit sage aujourd'hui aussi et qu'il comprenne qu'il faut retirer ce projet de loi et qu'on remette tout sur la table, qu'on rediscute. On n'a jamais dit qu'on était pour le status quo, mais il faut rediscuter au fond du dossier. La CGT a promis en fin de journée d'amplifier l'action, les grèves, les manifestations, notamment le 5 avril en direction des parlementaires, le samedi 9 avril et après, jusqu'au retrait de ce projet de loi. En marge de ces défilés, des incidents ont éclaté. Des manifestants s'en sont pris aux forces de l'ordre à Lyon, Nantes ou encore Paris. Les CRS ont répondu par des gaz lacrymogènes. Il y a eu plusieurs interpellations. Et puis, une semaine après la diffusion d'une vidéo montrant un lycéen violemment frappé par un policier à Paris, le fonctionnaire soupçonné a été placé en garde à vue dans les locaux de l'IGPN. Il s'agirait d'un jeune gardien de la paix en poste depuis 3 ans. Une journée d'action évidemment surveillée de près par le gouvernement. Ce matin, il s'est dit favorable à l'idée d'une modification du texte au Parlement. Myriam El Khomri a même évoqué une possible évolution du document, notamment sur la question des travailleurs détachés. On l'écoute. Enfin, le combat se mène au niveau européen. La Commission a proposé le 8 mars dernier un projet qui va dans le bon sens. Une directive, une révision ciblée de la directive de 96. Ça va dans le bon sens, mais ça ne va pas suffisamment loin. Nous souhaitons interdire le détachement en cascade de travailleurs intérimaires. Nous souhaitons également que les entreprises, qu'on arrête les entreprises boîtes aux lettres. Voilà la position française et vous pouvez compter sur notre détermination. Salah Abdeslam sera bientôt en France. Le transfert du terroriste a été validé par la justice belge. Le seul survivant des commandos du 13 novembre dit vouloir collaborer avec les autorités françaises. Les justices des 2 pays organisent déjà le transfert sous haute sécurité. Précision apportée par le procureur fédéral belge. Et justement, dans l'échec de la réforme constitutionnelle sur la déchéance de nationalité, Manuel Valls a renvoyé la droite sénatoriale au cas de Salah Abdeslam, citoyen français et terroriste. Le Premier ministre a de nouveau fustigé la majorité au Sénat. C'était tout à l'heure lors des questions au gouvernement. On écoute Manuel Valls. Je regrette, et je l'ai déjà dit, on est dans un débat démocratique où chacun peut se respecter, que vous ayez voté, et je l'avais dit ici, un texte si éloigné du texte voté par l'Assemblée nationale
par l'Assemblée nationale par plus des 3/5 des suffrages. Une autre réforme pourrait bien être victime aussi de l'abandon de la révision constitutionnelle, la réforme de la magistrature. Ce matin, le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, a assuré qu'elle serait adoptée, mais rien n'est moins sûr du côté de l'Assemblée nationale. Jordan Klein. C'est une réforme votée par le Sénat en 2013, perdue depuis dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Fermement attendue par les magistrats, elle porte sur l'indépendance du parquet et est aujourd'hui relancée par le garde des Sceaux. Moi, comme garde des Sceaux, j'ai la possibilité de nommer qui je veux comme procureur. Qui je veux. Eh bien, il faut arrêter cela. Je ne le fais évidemment pas. Il y a une instance qui s'appelle le Conseil supérieur de la magistrature qui fait des vœux. Moi, je souhaite que les décisions du CSM deviennent la norme dans la Constitution. À l'heure actuelle, le CSM donne un avis sur les nominations des magistrats du parquet, mais la chancellerie peut passer outre. Cette réforme prévoit de rendre ses recommandations contraignantes. Objectif, éviter les accusations d'ingérence des pouvoirs politiques dans les affaires de justice. L'Europe a d'ailleurs souvent condamné la France sur ce dossier. Est-ce que vous seriez d'accord pour réformer ce Conseil supérieur ? Oui, encore que le respect du Conseil supérieur de la magistrature, c'est très largement une question de pratique. Il y a eu des gouvernements qui ont toujours respecté le Conseil supérieur de la magistrature. Après l'échec hier de la révision constitutionnelle, le ministre de la Justice tente de faire perdurer l'idée d'un congrès à Versailles. Mais le gouvernement est tellement affaibli qu'il n'a sans doute pas les moyens politiques d'une telle réforme. En bref, après le nouveau cas de maltraitance animale dans un abattoir des Pyrénées-Atlantiques, Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, veut un référent du bien-être animal dans chaque établissement de France. On l'écoute tout de suite. Des représentants de la protection animale dans tous les abattoirs de France. 2, une protection pour ces salariés qui pourra aller sur, on va regarder ça, jusqu'à leur donner le statut de lanceur d'alerte. Et je vous le disais, nouvelle journée d'action aujourd'hui contre la réforme du travail. Syndicats, élus et jeunes étaient dans la rue. C'est notre premier débat ce soir. Oui, sale temps pour le gouvernement. La mobilisation contre le projet de loi travail ne faiblit pas. Au contraire, la pression est forte et de nouvelles mobilisations sont déjà prévues. Alors, quelle porte de sortie pour l'exécutif qui a, je vous le rappelle, déjà aménagé le projet de loi El Khomri? La situation sociale est tendue avec des heurts et des débordements. Et la situation politique l'est tout autant. On en parle avec nos invités ce soir. Corinne Narassiguin, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes porte-parole du Parti Socialiste. Nous accompagne ce soir Éric Aubin. Bonsoir. Bonsoir. Membre du bureau confédéral de la CGT. Jean-Eudes Duménil-Dubuisson, bienvenue. Et bonsoir à vous, bonsoir. secrétaire général de la CGPME. C'est l'organisation patronale en charge des petites et moyennes entreprises. Et notre chroniqueur économique nous accompagne, Jean-Louis Gombault. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors, madame, messieurs, rien n'y fait, Corinne Narassiguin, malgré, il faut le préciser, les changements qui ont été effectués dans le texte, malgré les explications du gouvernement pour mettre en valeur, selon lui, les aspects positifs du texte. Les oppositions sont toujours vives, la mobilisation grandit. Est-ce que c'est une situation de blocage ce soir ? Non, je ne crois pas qu'on soit dans une situation de blocage, même si bien sûr il faut qu'on prenne en compte l'importance de ces manifestations. Il y a quand même eu une volonté de rester dans cette contestation, quelles que soient les évolutions du texte, puisque l'appel à manifester le 31 mars avait été lancé avant même qu'on connaisse la nouvelle mouture du projet de loi qui a finalement été celle présentée en Conseil des ministres. Donc il y avait de toute manière une sorte de volonté d'en découdre avec le gouvernement, quel que soit le texte. Donc ça, il ne faut pas le négliger. En même temps, je pense que s'il y a autant de monde dans la rue, c'est parce qu'il y a des vraies inquiétudes et des inquiétudes légitimes par rapport à la précarité. Pas su répondre, alors. Et donc, il faut continuer à discuter, il faut continuer à expliquer ce qu'il y a dans le texte et il faut continuer à regarder ce qu'on peut améliorer parce que c'est à ça que doit servir le travail parlementaire. Éric Aubin, est-ce que vous voulez en découdre pour reprendre la formule de Corinne Narassiguin ? Je crois qu'on a un problème de méthode et un problème de fond sur ce texte. D'abord, problème de méthode, c'est que le texte est arrivé sans aucune concertation avec les organisations syndicales, ce qui fait que finalement, on a découvert tout ce qu'il y avait dans ce texte au moment même où le gouvernement a bien voulu le mettre sur la table. Donc, problème de méthode. Depuis, il vous a réunis quand même ? Oui, mais sans prendre en compte vraiment ce qu'on avait proposé. Et ensuite, sur le fond, parce que ce que propose ce texte, finalement, c'est plus de précarité, c'est favoriser le licenciement pour soi-disant avoir plus de facilité pour embaucher ou faire moins peur au niveau de l'embauche. Enfin, des arguments qui, finalement, ne sont pas acceptés par les salariés, pas plus par les jeunes. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que demandent les manifestants, c'est effectivement le retrait du texte et se remettre autour de la table. Car nous avons les propositions. La CGT a proposé un code du travail
en phase avec le 21e siècle. Donc on propose de reprendre la discussion à zéro. C'est ce qu'on demande et je crois que... Vous n'avez pas la même vision du 21e siècle et on va confronter vos arguments. Mais est-ce qu'il y a un autre front, Jean Dominier-Dubuisson, c'est celui justement des patrons des petites et moyennes entreprises qui, après les changements effectués, ont dit « Oh non, 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 il faut revenir au texte original ». Est-ce que vous vous êtes senti également floué? Oui, on ne peut pas parler de front. Ce qui nous intéresse au bout du compte, et je crois que c'était l'objectif de ce texte, c'est regarder comment on pouvait relancer et redynamiser la création d'emplois en France. J'entendais parler d'inquiétude tout à l'heure. Le véritable sujet d'inquiétude, c'est qu'on a 5 millions de demandeurs d'emploi aujourd'hui en France et qu'on soit jeune ou moins jeune, le vrai sujet, c'est comment on fait pour que les entreprises embauchent davantage demain. Donc on avait un texte qui initialement prévoyait un certain nombre de mesures qui étaient susceptibles d'améliorer les choses pour les chefs d'entreprise dans les PME, dans les petites entreprises. On peut parler d'entreprises de 5 ou de 10 salariés. Et puis finalement, avec des allers-retours, c'est vrai qu'il y a eu un problème de méthode. Au bout du compte, on arrive à un texte qui ne concerne plus aujourd'hui les petites entreprises. On dit qu'un geste pourrait être annoncé en votre faveur. Il s'agirait de vous laisser plus de souplesse pour vous adapter à votre carnet de commandes, à son évolution et donc pour traduire licencier. Plus facilement, mais licencier, c'est pas un objectif. Les chefs d'entreprise ne cherchent pas à licencier. C'est certainement pas ça qu'ils veulent. Quand vous embauchez quelqu'un, c'est pas pour le licencier. Simplement, dans la vie d'une entreprise, vous avez des moments où votre carnet de commandes baisse et vous n'avez pas d'autre choix que de vous couper le bras pour sauver l'ensemble du corps de l'entreprise. C'est ça la question. Vous savez, à l'heure actuelle, dans le texte, c'est 4 trimestres de baisse du carnet de commandes ou de baisse d'activité de l'entreprise. Pour être réduit à 2 trimestres. Dans les petites boîtes, c'est pas compliqué. C'est le tribunal de commerce qui fait les licenciements. Donc à ce moment-là, ce texte ne sert à rien. Donc effectivement, il faut qu'on arrive à préserver la compétitivité des entreprises et tout simplement à sauver ces petites entreprises. C'est ça dont Alors on va entrer dans le vif du débat, mais d'abord Jean-Louis Gombault, plantez-nous le décor. On a entendu 3 avis et 3 avis différents. Ce projet de loi, ce texte, il arrive à un peu plus d'1 an de la présidentielle. S'il est adopté, est-ce que ces fruits vont porter à court ou moyen terme ou bien plus tard? Alors moyen, je ne sais pas la différence entre moyen et long terme, mais ça doit être entre les deux. J'ai entendu ce matin Mme El Khomri qui disait ça sera voté avant l'été et dès juillet ça démarrera. Je crois que c'est d'optimisme quand on pense que la loi Rebsamen qui était votée en août 2005 et 2015 et qui déjà allait un petit peu dans le sens de la loi El Khomri n'a toujours pas de décret d'application. Donc on ne voit vraiment pas comment cette loi, qui si elle passe, pourrait véritablement s'appliquer. Le problème dans cette affaire, c'est que dès le départ, c'était très mal emmanché. Parce que, en fin de compte, indépendamment de ce qu'ont dit les autres interlocuteurs, on a dit que c'est une loi travail, mais on a discuté comme si c'était une loi licenciement. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça a focalisé sur un thème, les indemnités prud'homales en cas de licenciement. Et donc, en fin de compte, ça a apparu pour la population comme une loi licenciement et non pas comme une loi travail. Ensuite, donc, le gouvernement a tenu compte, évidemment, des protestations sur un certain nombre de points. Et cette affaire de licenciement prud'homal, enfin d'indemnisation prud'homale a été retirée. L'histoire du forfait jour a été également retirée et 2 ou 3 choses de ce genre. Et maintenant, on arrive au centre de la question. C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'enfin, on va discuter du fond de l'affaire. Et le fond de l'affaire, je ne cesse de le dire ici, c'est l'inversion de la norme sociale, qui n'est pas d'ailleurs une innovation de la loi El Khomri, qui commence déjà avec les assouplissements des 35 heures de la loi Fillon, puis ensuite vous avez eu la loi Xavier Bertrand, et maintenant on arrive à ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va faire la loi sociale? Ce n'est pas seulement l'État ou la branche, c'est l'entreprise. Et c'est là où on va insister sur cette norme sociale, voilà. Mais je retiens ce que vous dites. Vous dites on va discuter. Pardonnez-moi, on a l'impression que c'est un dialogue de sourds entre 2 positions et 2 visions très différentes, Corinne Narassiguin, entre vous et ce syndicat-là, en tous les cas. Oui, je crois qu'effectivement, là, il y a 2 visions. Le fait que la CGT-FO en particulier soit sur une position de retrait total de la loi plutôt que de discussion, parce qu'il y a une différence philosophique fondamentale. Je crois que ça, clairement, ça ne changera pas. Et c'est assumé depuis le départ. Il y a eu, en fait, beaucoup de concertations dans préparation à cette loi. Il y a eu beaucoup de concertations suite au rapport Combrexel qui a été quand même publié au mois de septembre dernier. Donc il y a eu des concertations sur ce qui est le cœur de la loi, c'est-à-dire la question de la place de la négociation sociale par rapport à la loi. Par contre, effectivement, il y a eu, et ça a été dénoncé en premier par Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste, il y a eu un problème au moment où cette loi a fuité, avant qu'elle soit déposée en Conseil des ministres, où on a vu apparaître, sans avoir été négociée,
un article Est-ce revient que dans vous la ne loi reconnaissez Macron, pas surtout un article revient dans la loi Macron sur les indemnités. Un manque de pédagogie aussi pour la présenter. Sur les licenciements Pas économiques. seulement le problème qu'elle est fuitée peut-être. Mais enfin Non, maintenant. mais je pense que le fait que ces deux articles-là et sur les indemnités prud'homales, qui n'étaient pas une nouveauté puisque ça avait été voté lors de la loi Macron et retoqué par le Conseil constitutionnel, mais qui s'était pas prévu que ça vienne dans cette loi-là. Et puis l'article sur les licenciements économiques qui n'avait pas été préparé effectivement. Donc ça, il y a eu un problème de méthode sur ces articles-là, mais sur le reste de la loi, il y a eu de la préparation. Et donc c'est pour cela que ça a été nécessaire. Ça a été nécessaire. Alors je suis la première à reconnaître qu'effectivement il y a eu ces ratés. Et donc ça a été nécessaire. C'était une bonne chose que le gouvernement ait choisi de négocier de nouveau. Et là aujourd'hui, on a un texte beaucoup plus équilibré, mais qui demande encore des améliorations, que ce soit effectivement sur la question de l'article sur les licenciements économiques, parce que le but c'est d'abord de simplifier le droit pour les PME, pour qu'elles fonctionnent mieux et pour que ce soit plus protecteur pour les employés de ces PME, parce qu'on sait très bien que les ruptures conventionnelles, une entreprise qui doit licencier, qui a besoin de licencier, elle va licencier. Les ruptures conventionnelles, c'est généralement moins avantageux pour les entreprises que pour les salariés, licenciés, qu'un plan social négocié. Éric Aubin, vous entendez ce discours, donc il peut y avoir quand même des modifications qui ne sont pas anodines, ce n'est pas à la marge. Il a été dit aussi qu'il y avait la philosophie du texte qui ne changerait pas. Or, c'est de cela dont on parle. Oui, effectivement, la hiérarchie des normes qui consiste à faire que l'accord d'entreprise peut être défavorable par rapport à la convention collective et la convention collective défavorable par rapport au code du travail, ça effectivement, c'est un point fondamental du projet de loi El Khomri. Et ça, les salariés ont bien compris qu'ils n'avaient pas intérêt à inverser cette hiérarchie des normes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, on nous parle de concertation. Je crois que le gouvernement doit comprendre qu'aujourd'hui, il y a plusieurs organisations syndicales. La concertation avec quelques organisations syndicales, comme Madame la ministre... Qu'est-ce que vous dénoncez, un monologue social avec la CFDT? J'ai entendu la ministre du Travail ce matin dire il y a quelques syndicats qui sont d'accord, donc ça nous va bien. Eh bien, ça, c'est pas un dialogue social dans le pays. Il faut qu'elle prenne en compte, y compris la CGT notamment, et les organisations syndicales qui contestent le projet de loi. On va s'arrêter sur ce point. Oui, allez-y. Troisième élément, c'est par rapport à ce que disait monsieur de la CGPME, c'est concernant les défaillances d'entreprise. La première cause des défaillances d'entreprise, c'est les relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Je crois que ça, il faut le mettre sur la table. J'ai travaillé de nombreuses années dans la sous-traitance, je sais de quoi je parle. On a un vrai problème de ce point de vue, reconnu, mais ça, on ne le met pas sur la table. Or, travaillons là-dessus. Effectivement, on va aider les PME et les TPE. Est-ce qu'on peut mettre un autre sujet sur la table? C'est un chômage de masse aujourd'hui qui concerne en particulier les jeunes, genre du Ménil-Dubuisson. C'est ça la situation aujourd'hui? Ceux qui nous regardent aujourd'hui, ils doivent se demander, mais c'est incroyable. La situation, c'est une urgence sociale et économique. Et nous sommes en train de parler de l'article 1, 2, 3 d'une loi censée inverser la courbe du chômage, en tous les cas. Mais c'est l'objectif, encore une fois, c'est bien celui-là, mais il y a eu quand même un problème de présentation des choses dans cette loi. Prenons un exemple très concret qui concerne l'apprentissage. Il était question dans ce texte de dire que pour l'apprentissage, on devait faire en sorte d'aligner le temps de travail du tuteur, de l'apprenti sur celui du tuteur. On parlait de quoi? On parlait au bout du compte d'entreprises dans lesquelles vous avez, par exemple dans le bâtiment, quand vous allez sur un chantier, il faut évidemment que le tuteur puisse se former sur le chantier. Aujourd'hui, ça passe par une demande d'autorisation auprès de l'inspection du travail. Dans ce texte, il s'agissait de quoi? De transformer cette demande d'autorisation en simple déclaration. C'était quand même pas révolutionnaire. C'est limite si on ne nous a pas traités d'esclavagistes. Il y a eu aussi des surenchères de ce côté-là. Et puis, on parlait tout à l'heure de la question des relations et de l'inversion de la hiérarchie des normes entre la question de savoir si c'était la loi ou si c'était à l'intérieur de l'entreprise qu'on devait décider des relations de travail. Mais le texte tel qu'il est là, il ne changera strictement rien pour l'essentiel des entreprises françaises, puisque tout ce qui est proposé dans ce texte quasiment passe par accord d'entreprise. Et pour avoir un accord d'entreprise, il faut pouvoir conclure avec des syndicats de salariés. Et dans les petites boîtes, il n'y a pas de syndicats de salariés. Donc ça veut dire que ça ne servira à rien, sauf aux grandes entreprises. Donc c'est un texte qui est favorable aux grandes entreprises et qui ne servira à rien pour les petites boîtes. Donc j'avais raison de dire que l'autre front, c'est vous. Mais c'est pas, on n'est pas en relation, c'est pas la question de front. Encore une fois, notre objectif, c'est regarder si on peut améliorer la situation de l'emploi. En l'état actuel, vous n'êtes pas content de ce texte? Mais clairement non, clairement non. Je crois que on a tout le travail parlementaire qui débute aujourd'hui, qui est devant nous pour discuter de ces points.
Mais je pense que C'est important. Donc vous comptez sur le travail parlementaire pour amender, adoucir, peut-être même dénaturer ce texte non, et l'adapter à... Le travail parlementaire, le travail parlementaire, par définition, il doit quand même servir, c'est comme ça que ça fonctionne dans nos institutions quand même, il doit servir à préciser un texte, à l'enrichir, voire à le corriger. C'est à ça que doit servir, sinon il n'y a pas besoin de Parlement, le gouvernement décide tout seul. Beaucoup en temps de recul avec ce que vous dites. Non, je pense qu'on a besoin de le renforcer. Sur certains points, ça pourrait être à l'avantage de ce que réclame la CGPME, et sur d'autres, ça peut être à l'avantage de ce que réclament des syndicats de salariés. Et je pense que ça ne serait pas un recul, ça serait une avancée. Sur cette question, par exemple, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on fasse confiance aux salariés dans l'entreprise. Quand il y a des syndicats de salariés, évidemment, négocions avec les syndicats de salariés. Quand il n'y en a pas et qu'il y a des représentants du personnel, permettons aux chefs d'entreprise de négocier avec les représentants du personnel. Et quand il n'y en a pas, laissons les salariés décider et le chef d'entreprise avoir recours au référendum. C'est ça la démocratie. Sur cette question, il va falloir, parce que nous, ce que nous voulons faire, effectivement, c'est faire avancer la démocratie sociale. Je pense qu'il faut... C'est un grand mot, qu'est-ce qu'on y met derrière sur la question du mandatement dans les petites entreprises, de la représentation des salariés, parce qu'effectivement, c'est une illusion, pour négocier, il faut des négociateurs. Donc je pense qu'il faut favoriser la représentation des salariés, y compris dans les TPE-PME. Nous, on ne prétend pas avoir un délégué syndical dans chaque TPE, on sait bien que c'est irréalisable, mais néanmoins sur un territoire par branche où il y a des choses à organiser de façon à ce que ces salariés-là aient des représentants. Parce que ce que l'on constate notamment au prud'homme, c'est que bien souvent, 80% des dossiers prud'homaux, c'est les salariés des petites boîtes. Parce que dans les grandes boîtes, ils ont les syndicats qui effectivement les aident. Et donc on règle les problèmes. Dans les petites, c'est pas... Les grands conflits sociaux dans les grandes entreprises, il y a beaucoup de syndicats que je sache. Et malheureusement, on voit bien la situation. Justement, puisque vous parlez de syndicats, Jean-Luc Gombault, un point pour vous faire réagir à ce qu'a dit Éric Aubin tout à l'heure, puisqu'il le dénonçait, une sorte de face-à-face, de tête-à-tête entre le gouvernement et la CFDT. On dit de ce syndicat réformateur, la CFDT, qu'il a beaucoup de problèmes en ce moment avec sa base, justement du fait qu'il accompagne beaucoup trop, disent certains, le gouvernement dans ses réformes. Parce qu'on est sur le sujet de l'inversion des normes. On ne se rend pas compte peut-être souvent à quel point c'est important. Parce que, et justement, le débat qu'il y a eu entre M. Aubin et M. Duménil-Buisson montre la difficulté de l'exercice. Parce que le gouvernement, à la suite d'ailleurs, pour ça j'avais parlé des lois Fillon, puis des lois Bertrand et de cette loi-là, c'est donc un processus long, veut bien faire l'inversion des normes et voit bien que le problème de l'entreprise particulière n'est peut-être pas exactement ce que décide la branche et encore moins ce que décide l'État central. Donc, mais en même temps, il ne veut pas que ça soit, je dirais, le patron soit seul maître à bord de la norme sociale au sein de son entreprise. Donc, il veut des accords d'entreprise. Mais M. Dubuisson dit, oui, mais moi, je n'ai pas de syndicat, donc je ne peux pas faire des accords d'entreprise. Donc, dans ce texte, il y a, et c'est ce qu'a dit M. Dubuisson tout à l'heure, il n'y a rien pour moi. Et donc, il boude ou il proteste, on ne sait pas, mais il n'est pas content de la nouvelle formule, alors qu'avant, dans l'histoire des prud'hommes, dans l'histoire du forfait jour, ils avaient quelque chose. Mais là, ils n'ont plus rien du tout. Donc ça, c'est un véritable problème. Alors, je dis simplement une chose. Attendez, je n'ai pas fini. Je veux dire quelque chose. La question... Il est question du référendum dans la loi El Khomri quand même. Oui. C'est-à-dire que quand il y a un accord d'entreprise et qui est refusé par 50% des syndicats représentatifs, 30% peuvent appeler à demander un référendum. Mais là, encore une fois, il n'y a pas de possibilité dans l'entreprise. Donc d'où l'idée, discutons avec les délégués du personnel et faisons un référendum à l'initiative du patron ou des délégués du personnel. Je voudrais aussi qu'on parle de ceux qui étaient dans la rue, beaucoup de jeunes, Corinna Raciga, et ça nous interpelle, ça vous interpelle forcément, parce que ça rappelle François Hollande, candidat, qui se présentait comme le candidat de la jeunesse, qui avait parlé de ce meilleur avenir pour la jeunesse. Quand on les entend, alors certains sont politisés, on pourra tout dire, tous n'étaient pas dans la rue, mais quelle désillusion. Je crois que parce qu'on reste dans un contexte économique très fragile et que pour l'instant, même si on a vu une amélioration des chiffres du chômage pour les jeunes à un certain moment, même si c'est un petit peu remonté récemment, et que ça a plus baissé chez les jeunes, ça a plus baissé chez les jeunes que dans les autres catégories quand même depuis 2012. Donc on voit quand même qu'il y a eu des améliorations, mais elles sont pas suffisantes et on peut comprendre les angoisses des jeunes vis-à-vis d'un avenir précaire qui pour l'instant leur reste celui qui est le plus probable pour beaucoup d'entre eux. Mais il faut quand même voir tout ce qui a été fait
par ce gouvernement. Et c'est là où aussi où nous, on doit être peut-être un peu plus offensif pour expliquer tout ce qu'on a fait. Je comprends, et vous avez raison, il y a une part de sincérité, il y a une part d'éléments de langage. Moi, je vous pose la question en tant que porte-parole. Je peux vous donner la liste de tout ce qu'on a fait pour les jeunes vous êtes d'accord, depuis 2012. Vous êtes d'accord qu'il y a une gauche qui est déboussolée aujourd'hui, qui ne sait quasiment plus où elle habite, qui est en manque de repères. Vous faites partie de ce parti et on dit qu'il y a beaucoup de tensions en ce moment avec le Premier ministre Manuel Valls. Est-ce que c'est le cas ? Je crois, vous connaissez le groupe des frondeurs qui sont bien identifiés au Parti socialiste depuis longtemps. Donc je pense que il y a toujours eu une minorité au Parti socialiste. Ça n'est pas nouveau. Donc elle existe et elle se fait entendre, et parfois elle se fait entendre beaucoup plus que l'écrasante majorité des socialistes. C'est comme ça. Mais après, on peut avoir occasionnellement, notamment, effectivement, le fait que la gestion de la façon dont la loi a été amenée, la façon dont tout n'a pas été négocié, ça a été critiqué au sein du Parti socialiste, parce que c'est vrai qu'on doit mieux faire sur ces questions. Mais sur l'orientation, sur le principe, la majorité du Parti socialiste, on est d'accord avec la philosophie du texte, même si on pense que le travail parlementaire doit amener à l'enrichir. Et maintenant, je voudrais vous laisser quelques minutes à chacun en guise de conclusion. Qu'est-ce que vous attendez, à la fois pour le problème numéro 1, Jean-Luc Gombault, c'est ce chômage de masse auquel il ne faut pas s'habituer. Que faut-il faire maintenant, Éric Aubin? Est-ce que vous dites, vous allez maintenir la pression, multiplier les mobilisations jusqu'à ce retrait? C'est ça votre objectif? Nous, ce que l'on considère, c'est que ce projet de loi, finalement, c'est comme si on créait un code du travail dans chaque entreprise différent et que ça ne va pas aider les entreprises, y compris, parce que ça va créer une concurrence complètement ahurissante dans les entreprises. Donc pour nous, c'est effectivement un projet de loi qui ne nous va absolument pas. Donc nous avons demandé à ce que le texte soit retiré, à ce qu'on ouvre de nouveau des discussions, et bien entendu, nous irons au bout. Enfin, je crois que ça a été très clair dans les rues aujourd'hui, que ce soit les jeunes, que ce soit la CGT, que ce soit Force ouvrière. Nous avons déjà lancé les appels pour le 5 et le 9 avril. Je crois que le gouvernement doit entendre cette parole. Il s'est trompé dans la méthode. Il ne veut pas reconnaître le premier syndicat de France. Eh bien, je crois qu'il va être obligé de le reconnaître. Premier syndicat de France, sur quels critères? Le premier syndicat de France, c'est la CGT encore aujourd'hui. Jean-Duminier-Dubuisson, quel est aussi votre syndicat patronal, si je voilà, j'étais sûre. En 2017, mais... Non, nous, ce qu'on attend, encore une fois, c'est qu'on revienne aux objectifs initiaux de ce texte qui était destiné à créer de l'emploi et qu'on redonne du sens à ce texte. En fait, ce texte, à force de le toucher à droite, à gauche, on enlevait un petit bout ici, un petit bout ici, il ne rime plus à rien et encore une fois, il ne servira plus à rien. Il faut qu'on ait un texte qui s'adresse à ceux qui créent la croissance et l'emploi en France, qui sont les petites entreprises. Souvenez-vous qu'en France, à l'heure actuelle, il y a simplement 5000 entreprises de plus de 250 salariés. Donc c'est celles-là qui seront concernées. Tous les autres passeront à travers. Ça, c'est vraiment un échec. Et puis, ce qu'on attend aussi, c'est qu'on réconcilie l'entreprise et la jeunesse. On voit ces manifestations qui sont du côté des chefs d'entreprise. Il y a un double sentiment. Il y a des gens qui sont désabusés en se disant mais comment est-ce qu'on en arrive à vous dites c'est à nous de le faire désabusés également. Parce qu'il y a à la fois des slogans où on entend on n'est pas de la chair à patron, par exemple, ce qui est inadmissible d'entendre des choses comme ça. Quand vous avez des chefs d'entreprise qui se crèvent la carcasse pour faire vivre leur entreprise avec leurs salariés, c'est inadmissible d'entendre ça. C'est une question d'image de l'entreprise. Et puis de l'autre côté, il y a aussi un sentiment d'exaspération, parce que franchement, tout ça est un immense gâchis. On est parti avec des idées qui étaient bonnes à la base, qui étaient de redonner de la souplesse et de permettre aux salariés de s'exprimer dans les entreprises, et on arrive à une situation, on a l'impression que tout le monde s'affronte au lieu d'être tous ensemble tournés vers l'objectif. Et c'est un véritable défi pour le gouvernement, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup pour ce débat, cette analyse. Restez avec nous, la suite de votre émission, justement pour prolonger notre débat, on s'intéresse à la situation du Premier ministre, 2 ans à l'Élysée. Pour quels résultats? C'est l'édito politique. La tension et les oppositions se concentrent sur Manuel Valls. Après 2 ans à Matignon, ce sera demain, le 1er avril, le Premier ministre se retrouve au plus bas dans les sondages, entraîné dans sa chute par le président. Manuel Valls, fragilisé, on en parle avec Gilles Leclerc. Bonsoir Gilles. Sonia. Fragilisé, c'est le cas? Oui, en fait, ça traduit d'abord 2 choses. La première, c'est ce qu'on appelle un peu ce qu'on a appelé souvent le syndrome de Matignon. Et c'est vrai que Manuel Valls, il n'y échappe pas comme ses prédécesseurs. Il faut quand même se souvenir que c'est le poste, et il faut le savoir, le poste le plus exposé de la République. Et puis aussi, au bout de 2 ans, il y a évidemment de la fatigue. Imaginez aussi quand même la séquence depuis moins d'1 an. Les attentats, bien entendu, les démissions de ministres, un chômage qui ne recule pas, hein, vous l'avez bien souligné tout à l'heure, une majorité fracturée.
l'émergence d'un sérieux concurrent plutôt sur son créneau politique, il s'appelle Emmanuel Macron. Un remaniement plutôt hollandais que valsiste, ça fait beaucoup pour un tempérament même fort que de celui de Manuel Valls, lui qui a toujours voulu garder en quelque sorte la main et qui aujourd'hui, c'est vrai, subit un petit peu les événements. Et on le voit, vous avez raison, dans les sondages de popularité, plus haut que le président de la République au moment de sa nomination, ensuite courbe parallèle, et là, vous avez raison, encore une fois, décrochage. C'est donc l'enfer de Matignon, mais alors jusqu'où? C'est la question que certains se posent. C'est vrai que lui aussi, il pense évidemment à son avenir. On est à 1 an de la présidentielle et c'est logique, c'est normal. Après tout, Manuel Valls, il est jeune, il est ambitieux. Il sait aujourd'hui que si, par exemple, François Hollande renonçait, il aurait évidemment un rôle de premier plan à jouer. Mais l'actuel locataire de Matignon, aujourd'hui, il pense au-delà même de la présidentielle. Rappelons tout de même son socle, il faut toujours avoir un peu de recul. À la primaire de 2011, son score, c'était 6%. Des électeurs. On le rappelle souvent. Voilà, non mais c'est juste. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il pèserait davantage au sein du PS? Probablement, mais moi je pose la question avec un point d'interrogation. Et c'est déjà une partie qui se joue aujourd'hui, c'est-à-dire l'après, évidemment, avec un PS qui est divisé, où il ne compte pas, évidemment, on l'avait vu, et on le voit encore tous les jours, pas que des amis. Et d'ici 2007, il sait que, sauf accident, a priori, il restera évidemment jusqu'à la fin du quinquennat, en Premier ministre loyal, mais dans toutes les hypothèses, il sait que la partie sera extrêmement difficile à jouer pour lui. Comment exister, comment peser pour l'après? Manuel Valls doit méditer aussi ce qui s'est toujours passé à Matignon. Il y a une logique implacable dans la Ve République. Comment rebondir quand on passe par la case Matignon? C'était vrai, je dirais, de Jacques Chaban-Delmas, si on veut remonter. Ah oui, la liste est longue. Voilà, François Fillon, Édouard Balladur, Lionel Jospin, Laurent Fabius, dans des situations évidemment différentes. Personne n'échappe, en tout cas, ou n'a échappé à une certaine malédiction de Matignon. Et c'est vrai que Manuel Valls, aujourd'hui, évidemment qui fait son travail, mais il doit penser aussi un petit peu à ça. Et nous verrons quelle sera la recette Valls. Merci beaucoup Gilles Leclerc pour votre analyse. Il est 22h30 passé, les repères de l'actualité à suivre. L'exécutif pointe du doigt la droite sénatoriale. François Hollande, Emmanuel Valls accusent plus que jamais la majorité au Sénat d'être coupable de l'échec de la réforme constitutionnelle. Le Premier ministre l'a redit tout à l'heure lors des questions au gouvernement. Les parlementaires ne l'entendent pas de la même manière. Louis Sibyl. Le débat constitutionnel n'en finit pas de faire des vagues. Une fois encore, Manuel Valls s'en est prise à la droite sénatoriale, jugée responsable du recul présidentiel. Tout en respectant profondément le Sénat, je regrette, mais je l'ai déjà dit, que vous n'ayez fait aucun effort, aucune proposition. Je parle de la majorité sénatoriale. Les flèches du Premier ministre n'ont pas manqué de faire réagir les parlementaires de la majorité. Personne n'est satisfait de ce recul du président de la République. C'est l'impuissance qui gagne, et l'impuissance, ça fait des voix pour le Front National. Même à gauche, des voix se sont élevées pour défendre le travail sénatorial. Nous ne sommes pas les supplétifs de l'Assemblée nationale. Très bien. Et nous n'avons pas à nous aligner sur l'Assemblée nationale dans ce cas de figure qui est un cas de figure de constituant où nous avons les mêmes droits que l'Assemblée nationale. Un climat de défiance qui risque de marquer les rapports entre le gouvernement et la Haute Assemblée pour la fin du quinquennat de François Hollande. Certains défilaient tout à l'heure dans la rue, d'autres ont protesté en séance au Sénat contre la réforme El Khomri. Des parlementaires communistes ont brandi des pancartes, c'était tout à l'heure. On pouvait lire « Loi travail, non merci, retrait », une ambiance plutôt agitée dans l'hémicycle du Sénat. Réserve un avenir de précarité. Dans ce contexte, toujours au Sénat, une centaine d'entrepreneurs étaient réunis pour une journée des entreprises. L'occasion pour ces patrons de livrer leur propre regard sur cette réforme du Code du travail. Stéphane Amalian. Le contexte était particulier, celui de la contestation du projet de loi El Khomri. Ici aussi, la loi travail divise. Le texte n'aurait pas encore trouvé son équilibre. Évidemment, il y a des exigences du patronat, il y a des exigences du salariat, des exigences du syndicat, c'est normal. À la fin, il faut arriver à un équilibre. Les chefs d'entreprise ont mis l'accent sur un point, celui de la simplification. Les normes jugées excessives et les charges qui sont un frein au développement. Des inquiétudes qui trouvent aussi écho chez les sénateurs de droite. Donc pour moi, la mesure d'urgence, urgentissime, c'est transférer les charges qui pèsent sur le travail, qui font déposer le bilan aux entreprises sur la TVA, sur la consommation. Selon un récent sondage, 46% des chefs d'entreprise seraient favorables à une modification du Code du travail.
En bref, une enquête sur l'utilité des portiques de sécurité dans les gares demandée par Alain Fouché. Le sénateur co-auteur d'un rapport sur la sécurité dans les transports affirme que ces portiques ne sont pas adaptés et dénonce leur coût exorbitant. Hier, c'est le président de la SNCF, Guillaume Pepy, qui avait lui aussi exprimé son doute sur leur utilité. Et puis aujourd'hui, le Sénat a rejeté la modification des règles de l'élection présidentielle. Une réforme contestée qui porte notamment sur le système des parrainages des candidats et le temps de parole dans les médias. Le texte retombe donc à l'Assemblée nationale pour une nouvelle lecture. On passe maintenant à notre second débat ce soir. Direction le Brésil. Le pays est en pleine crise politique face au scandale Lula. La présidente Dilma Rousseff risque d'être destituée. On en parle avec Sonia et ses invités. Oui, rien ne va plus pour Dilma Rousseff, embourbée dans une crise politique majeure qui pourrait conduire à sa destitution. La présidente du Brésil, très fragilisée, est mise en cause dans un scandale de corruption tentaculaire, avec également l'ex-président Lula. Et c'est tout un peuple qui exprime sa colère et sa déception à l'égard également de personnalités qui s'étaient présentées comme des candidats du peuple. On va en parler dans quelques instants avec nos invités, mais d'abord, retour justement sur ce scandale tentaculaire Petrobras. Avec lui, Sybille. Allié depuis plus de 10 ans au gouvernement, le principal parti de la coalition au pouvoir au Brésil claque la porte. Une rupture avec effet immédiat, les 6 ministres sont appelés à démissionner. C'est une réunion historique pour notre parti. Un revers cinglant pour la présidente Dilma Rousseff, empêtrée dans une affaire de corruption. Le scandale Petrobras, un système de trucage systématique des marchés passés avec les plus puissantes entreprises de construction du pays. Une affaire qui éclabousse aussi l'ancien président Lula. Placé en détention provisoire, il est pourtant appelé le lendemain au gouvernement. Il dénonce une tentative de coup d'État. Ce que l'on est en train de faire en ce moment dans ce pays, c'est d'interrompre le mandat de la présidente Dilma Rousseff à travers un véritable coup d'État. Après avoir lâché Dilma Rousseff, le patron du parti centriste est désormais au premier plan du jeu politique. C'est lui qui lui succédera en cas de destitution. Une menace chaque jour plus précise, avec un vote des députés dans 2 semaines avant celui décisif du Sénat. Plus de 3 millions de personnes ont manifesté ces dernières semaines, avec des débordements jusque devant le Parlement. Et on parle de cette situation avec nos invités ce soir. Ignacio Ramonet, bonsoir. Bonsoir, et Sonia. Bienvenue, journaliste. Vous avez dirigé le monde diplomatique. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, dont le dernier en date s'intitule L'Empire de la surveillance. Merci d'être avec nous. Merci. Alfredo Valadao, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes professeur à l'Institut d'études politiques de Paris et directeur de la chaire Mercosur. C'est bien cela ? Non, elle a fermé la chaire Mercosur. Donc professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, merci de nous accompagner ce soir. Jean-Jacques Kourlianski, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes chercheur à l'IRIS, notamment sur l'Amérique latine. Alors messieurs, scandale de corruption, crise politique majeure, manifestation importante, vraie colère. Ignacio Ramonet, est-ce que le Brésil vit là des heures très mouvementées? C'est peut-être même un moment de bascule dans son histoire? C'est un moment, oui, en tout cas comme le Brésil n'en a pas connu depuis fort longtemps, puisqu'il faut dire que le PT est au pouvoir depuis maintenant 13 ans à peu près. Hein, et donc il y a 8, 12, 13, 14 ans à peu près. Hein, et il y a eu une continuité, il y a eu une stabilité. Le pays avait connu pendant les 2 mandats de Lula une croissance formidable, avec des réalisations spectaculaires, notamment le championnat du monde de football, je veux dire à l'échelle internationale, l'attribution des Jeux Olympiques de l'été prochain, une croissance très grande, la sortie de la pauvreté d'environ 40 millions de personnes, une politique sociale extraordinaire, comme le Brésil n'en avait pas connu depuis très longtemps. Et puis voilà que, depuis le début de cette affaire, l'affaire dite Petrobras, ou l'affaire Lava Jato, comme on dit au Brésil, eh bien, soudain, voilà, il y a à la fois une crise politique, une crise économique relativement importante. Il y a maintenant une crise d'État, dans la mesure où il y a la menace de destitution de Dilma. Et donc le Brésil se retrouve au centre d'une sorte de maelstrom politique important qui préoccupe non seulement évidemment la population brésilienne, 200 millions d'habitants, c'est un géant, mais l'ensemble des pays d'Amérique latine et par ailleurs
le monde, puisque le Brésil est à la fois un membre du G20, c'est un point très des BRICS, intéressant. etc. Mais restons sur cette affaire Alfredo Valadeo. Si on devait expliquer aux téléspectateurs ce que c'est ce scandale Petrobras, est-ce qu'on pourrait le comparer? Je ne sais pas si cette comparaison vaut raison. Vous savez ce qui s'était passé dans les années 90 en Italie, cette gigantesque affaire main propre où il y avait justement un juge très déterminé et qui a entraîné toute une série, un domino de démissions. Est-ce que c'est de cette ampleur? Au Brésil, beaucoup de monde commence à faire cette comparaison, bien que je crois que ce soit très difficile de faire la même comparaison. Par contre, ce qui est très important, c'est que Lula et le PT au gouvernement et au pouvoir depuis 14 ans sont bien mouillés dans cette affaire, mais pas seulement eux. C'est-à-dire que même le parti, le PMDB qui est sorti, est totalement impliqué dans cette affaire, y compris le vice-président qui peut être mis en cause. Le patron de la Chambre des représentants, le patron du Sénat, qui sont tous les deux du PMDB et qui sont aussi accusés. Il y a presque 250 parlementaires qui sont plus ou moins mis en examen ou accusés, plus tous les grands patrons du BTP. C'est comme si on mettait Bouygues en prison. Le principal patron du BTP brésilien, Odebrecht, a pris 19 ans de prison. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les secrétaires de ces patrons, une série de gens commencent à vouloir faire la délation contre une remise de peine, et tout commence à sortir, et on voit que le système brésilien, toute la classe politique, une grande partie de la classe politique, vivait dans cette espèce de corruption plus ou moins généralisée. Et donc le pays est face à une crise qui est non seulement une crise politique, c'est une crise éthique de la classe politique, et au milieu d'une crise économique qui est la plus méchante depuis les années 30. C'est-à-dire c'est pour la première fois dans notre histoire, depuis les années 30, on va avoir 2 années de baisse du PIB énorme. Et donc ce n'est pas venu de rien, c'est-à-dire que la politique menée par Lula, même avant de partir, avait déjà semé les graines de ce ralentissement économique, et depuis que Dilma Rousseff est là, ça a été de mal en pis, et aujourd'hui on se retrouve dans une situation extrêmement grave. On comprend vraiment la colère des manifestants. On a par exemple tous les jours environ 6000 licenciements par jour aujourd'hui au Brésil, donc ça devient Mais là vous nous intolérable. décrivez, Jean-Jacques Kourlianski, une situation quasiment insurrectionnelle. Il y a les ferments, les éléments de quelque chose qui peut être soit grave, soit une page qui se tourne pour totalement autre chose. Parce que si c'est toute cette classe politique qui est touchée, il faudra tout balayer. Une crise se nourrit de l'autre, et donc on ne voit pas très bien comment les entreprises, d'ailleurs aujourd'hui, pourraient, même en situation normale, procéder à des investissements, faire des projets sur l'avenir. Pour parler de Odebrecht, par exemple, qui est une énorme entreprise qui a des intérêts non seulement au Brésil, mais dans d'autres pays d'Amérique latine, en Afrique, en Angola, qui est une entreprise qui est également impliquée dans les activités de défense, notamment dans ce qui intéresse la France, la construction de sous-marins sous licence française. Donc tout ça est paralysé, le patron est emprisonné, 19 ans il a été condamné à 19 ans d'incarcération. Donc on ne voit pas très bien comment le Brésil pourrait sortir de ce tunnel qui est en train de déborder d'ailleurs, de partir des mains des juges, et pour déborder jusqu'au point de détruire la capacité du Brésil à sortir de cette crise. Alors évidemment, la population dans un contexte comme celui-là, où il y a effectivement des milliers de licenciements qui viennent s'accumuler sur d'autres licenciements, donc il y a un mécontentement. 6 000 par jour, pardonnez-moi, c'est ce chiffre, 6 000 par jour. Actuellement, c'est environ entre 4 et 6 000 par jour. C'est une hémorragie sociale. Voilà, donc il y a un mécontentement général, il y a un mécontentement très particulier des classes moyennes brésiliennes qui considèrent qu'elles ont été, pendant la période faste, quelque part négligées ou oubliées par le pouvoir en place, et une politique de la présidente, une politique économique qui a fait l'objet de beaucoup de critiques, elle a été élue sur un programme, disons, de continuité dans le progrès social, et elle s'est lancée
au contraire dans une politique d'austérité, ce qui fait qu'elle a également mécontenté les bases de son électorat. Il y a tout ce faisceau d'éléments qui est en train de se cristalliser. Mais Ignacio Ramoneux, pour ceux qui ne suivent pas, comme vous, toute cette politique au Brésil, en Amérique latine, nous, on a laissé un ex-président, Lula, qui était quand même adoré. Est-ce qu'on doit rappeler les sondages stratosphériques qu'il avait? On a laissé une présidente, Dilma Rousseff, qualifiée de bonne gestionnaire. On l'avait même appelée l'Angela Merkel de l'Amérique latine. On en était resté là. Tout cela est balayé aujourd'hui, détruit. Alors, il faut un peu pondérer. Il faut voir. Vous parliez tout à l'heure, vous compariez, vous aviez raison, à l'affaire de Manepolite en Italie. Mais on pourrait comparer aussi ce qui se passe au Brésil actuellement avec l'affaire Elf en France. Parce qu'en réalité, au Brésil, il n'y a pas une loi de financement des partis. Et donc, les partis, comme dans beaucoup de pays, comme ça se faisait en France avant, eh bien, ont affaire, finalement, avec des relations qui sont évidemment éthiquement condamnables, mais doivent se procurer des moyens pour faire leur campagne électorale. Et ces moyens, c'est des revenus occultes, par le biais de contrats passés avec des entreprises, notamment d'État, mais aussi Mais quand du ça secteur finance privé. des partis, ça va. Mais il me semble que pour l'ex-président Lula, on parle de sommes qui ont servi pour d'autres, pour des... Pour l'instant, rien n'est prouvé. Pour l'instant, vous avez raison de le rappeler, bien Il y a sûr. des accusations contre Lula qui sont d'ailleurs extrêmement, je dirais, superficielles par rapport au niveau de la corruption au Brésil historiquement. Comme disait notre ami Valiada tout à l'heure, il ne faut pas oublier que le président de l'Assemblée nationale qui conduit la campagne... Mais l'exemple doit toujours pour la venir d'en haut. Et lui, littéralement, accusé d'avoir détourné des millions de dollars avec des comptes en Suisse, etc. Donc personne n'est très propre, mais jusqu'à présent, Lula, il n'y a pas de condamnation. Et surtout, c'est très important, c'est pour ça que le pouvoir parle de coup d'État, c'est que la Constitution brésilienne envisage la possibilité de destituer le chef d'État. Encore faut-il qu'il ait commis un crime et que ce crime, ou un délit, et que ce soit prouvé. Or, Dilma, jusqu'à présent, personne n'a pu prouver qu'elle est liée de près ou de loin à une affaire de corruption. Vous n'avez pas l'air d'accord, Alfredo Valadeo. Bon, ce n'est pas prouvé. Et donc, par conséquent, la destitution serait politique. Et une destitution politique... Donc, vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit, un coup d'État? Oui, c'est un coup d'État dans ce moment. Parler de coup d'État me semble vraiment... Ça me fait sourire quand le PT parle de coup d'État ou que Dilma parle de coup d'État. Au début des années 90, le président Collor a été destitué à partir d'immenses manifs dans la rue faites par le PT à l'époque, et les gens sont sortis dans la rue. Le PT, c'est le parti qui est au pouvoir. Non, mais avec une corruption qui ferait sourire ceux qui aujourd'hui ont mis la main dans la caisse. Ça, c'est une première chose. Ensuite, à la fin du mandat du président Cardoso, le PT a fait des immenses manifs et une immense campagne sur le thème « Dehors Cardoso ». C'était très très clair. Et donc, à mon avis, ce qu'il faut revenir, c'est que le Brésil a un système politique qui n'est plus tenable. Pour une raison simple, le PT n'a jamais eu plus de 25% des voix. Et plus d'un sixième ou un peu plus d'un sixième de la Chambre. Donc pour vous, il n'est même pas légitime? Non, pas du tout. Pour pouvoir... Il était majoritaire, mais relatif. Non, pour pouvoir gouverner, il est obligé de faire des alliances avec des partis de droite, des partis du centre, des partis opportunistes, etc. Oui, mais ça c'est une chose, la corruption c'en est une autre. Oui, mais distribuer des ministères à chacun des alliés et des ministères où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc tout ça nourrit la corruption encore plus grande. Et cette corruption est descendue au niveau des États, au niveau des municipalités. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a une population brésilienne beaucoup plus urbanisée, beaucoup plus informée, beaucoup plus reliée par les réseaux sociaux, etc., et qui ne supporte plus ça. Mais alors, est-ce que vous êtes d'accord? C'est finalement parce que ce système politique est à bout de souffle qu'on est arrivé... Alors, peut-être pas comme ça... C'est le serpent de mer. Voilà. Depuis le rétablissement de la démocratie au Brésil, tout le monde dit, il faut faire une réforme politique. Alors effectivement, si vous regardez le résultat des élections, des dernières élections, il ne faut pas oublier que le Brésil a un régime présidentiel. Donc la présidente est élue
avec une majorité qu'on peut dire de voix du PT, mais le Parlement c'est autre chose. Et au Parlement, le PT n'a que 59 députés sur 513. Donc il est obligé de trouver 8, 9, je ne me rappelle plus exactement, partis en vue de créer une majorité. Mais c'est une situation qui n'est pas nouvelle. C'était celle du PSDB quand Fernando Cardoso mais est-ce qu'elle peut durer présidait maintenant le pays. que vous avez décrit une crise économique, une situation politique tendue, un scandale de corruption? C'est-à-dire que le système aurait dû être réformé avant. Mais ce n'est pas en situation de crise qu'on va opérer une réforme de ce niveau-là. D'autant plus que ceux qui bénéficient de ce système, les petits partis, les chefs les caciques dans certains États, ne vont pas se tirer une balle dans le pied en votant une réforme au Parlement. Donc c'est un cercle vicieux qui n'a jamais pu être résolu par aucun des partis politiques, aucun des présidents, disons, au pouvoir au Brésil, alors que tout le monde sait que le problème vient de là. Si on généralise un peu, Ignacio Ramonet, mais pas trop, il ne faut pas que ce soit excessif, est-ce qu'il n'y a pas une très grande fragilisation des leaders en Amérique latine aujourd'hui? Prenons le cas de Maduro au Venezuela, il est poussé vers la sortie également. Qu'est-ce qui se passe dans cette région? On pourrait dire la même chose à ce qui s'est passé en Argentine, oui. Bien entendu. Et puis la défaite de Evo Morales au référendum récemment. Donc effectivement, parce qu'il y a un changement de cycle économique, n'est-ce pas? Le ralentissement de la Chine a fait que, en raison des caractères structurels de l'économie latino-américaine, qui est exportatrice de secteurs primaires, de produits de l'agriculture ou de produits miniers, l'Amérique latine dépend toujours d'un acheteur. Pendant longtemps, ça a été les États-Unis. Aujourd'hui, c'est la Chine, ou ça a été la Chine. Depuis que la Chine a décidé de ralentir, eh bien, le prix des matières premières, d'ailleurs mondial, a baissé. Le prix du pétrole a baissé pour d'autres raisons, mais l'effet elle-même. Et donc, par conséquent, les économies aujourd'hui latino-américaines souffrent. Il n'y a plus les moyens de conduire des politiques sociales. C'était des politiques sociales très généreuses. Pourquoi n'ont-ils pas anticipé, que ce soit Maduro, que ce soit Morales, que ce soit Dilma Rousseff? Pourquoi n'ont-ils pas anticipé ce changement de cycle? C'est un des reproches qu'on peut leur faire, précisément. Mais c'est un reproche qu'on pourrait faire à l'ensemble des dirigeants d'Amérique latine, de droite ou de gauche. C'est-à-dire, pourquoi ne pas changer le caractère structurel de l'économie? Pourquoi ce sont des économies exportatrices de secteurs primaires? Pourquoi il n'y a pas encore eu, depuis 2 siècles d'indépendance, le développement d'une industrie nationale, d'une industrie latino-américaine? Donc ils ont quand même une responsabilité, par manque de vision, d'anticipation peut-être, dans le changement de leur économie. Vous êtes d'accord? Ça sent un petit peu fin de règne peut-être pour chacun d'entre eux, peut-être? Oui, je pense que c'est une fin de règne pour chacun d'entre eux, mais également pour tous les autres gouvernements d'Amérique latine. Et là, je suis d'accord avec Ignacio Ramonet. Le modèle qui existe depuis plusieurs décennies, et même parfois des siècles, c'est vendre des matières premières et avec l'argent, soit se le mettre dans la poche, soit distribuer un peu au peuple qui, pendant un petit moment, se sent mieux, et tout s'effondre après. Le modèle de Lula, c'était une sorte d'alliance entre les plus pauvres des plus pauvres qui recevaient de l'argent et les plus riches des plus riches, c'est-à-dire le secteur financier, et un écrasement de la classe moyenne. Et ça pouvait fonctionner quand les prix des matières premières étaient au plafond, comme pendant le début des années 2000. Et ensuite, toute la croissance du Brésil s'est faite à crédit. Lula a distribué des crédits incroyables à toute la population, et aujourd'hui, la moitié des foyers brésiliens ne peuvent plus payer leurs crédits, ils sont jusque-là. Et ça, c'est très intéressant, cette fin de règne, parce qu'elle doit nous interroger, nous, les Européens, par rapport à cette fin de cycle. Forcément, il va y avoir des conséquences. Le problème pour le Brésil, c'est qu'il y a la différence d'un certain nombre d'autres pays latino-américains, à la différence du Venezuela ou même du Chili, il y a une base industrielle assez forte. Embraer est quand même le 3e avionneur mondial, par exemple, mais il y a d'autres grandes entreprises brésiliennes. Mais le constat que l'on peut faire, c'est en adoptant ce modèle économique, en s'associant finalement à la Chine, on a assisté à une primarisation des économies latino-américaines. Ah oui, juste basée sur les matières premières. Celle du Brésil. Mais le phénomène est le même aujourd'hui au Brésil ou au Mexique, qui a un gouvernement qui est plutôt libéral, où on constate que les effets de la crise, la mévente du pétrole en ce qui concerne le Mexique, conduit aux mêmes
impasse avec des licenciements de milliers de fonctionnaires, des crises, encore que le Mexique soit quelque part je retiens, vous adossé dites aux qu'il y a un États-Unis. avant et un après, Ignacio Ramonet. Pardonnez-nous, nous sommes concentrés parfois sur nos débats, sur ce qui se passe en Europe. On attend cette petite flamme de la croissance et voilà que des pays, quand même, le Brésil, ont compté sur le Brésil, sont en très grande difficulté. Oui. Effectivement, parce que il faut bien voir aussi qu'il n'y a pas si longtemps, par exemple, les médias internationaux disaient en Amérique latine, il y a deux socialismes. Il y a le mauvais socialisme, c'est celui de Chavez, par exemple, ou de Evo Morales, ou de Correa. Et puis il y a le bon socialisme, c'est celui de Lula. Et Lula était vénéré partout. C'est l'enfant du peuple, le candidat du peuple, le président populaire. Institut d'études politiques où on lui remettait la médaille la plus importante. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre de ce que vous dites? On l'a trop vénéré. Non, je veux dire qu'on vantait ses qualités de gouvernant parce que précisément, pour les raisons que disait tout à l'heure le professeur Valladares, à juste titre, c'est qu'il avait essayé de faire quelque chose, passer une alliance avec, disons, les grands entrepreneurs brésiliens, de manière à qu'ils le laissent conduire une politique sociale pour permettre aux plus pauvres de sortir de la pauvreté, d'intégrer dans une certaine mesure les classes moyennes, de devenir consommateurs pour consommer quoi? Les produits fabriqués par les entrepreneurs locaux. Et ça a été compris par les entrepreneurs. Et c'était une voie vers l'industrialisation dont nous parlons, sans marché, pas d'industrie. Ouais. Non, mais s'il n'y a pas un marché, ce qu'a tenté de faire Lula, c'est créer un marché intérieur. 200 millions de personnes, si ce sont 200 millions de consommateurs, ça fait un marché considérable. Mais ça, finalement... Vous avez raison, c'est très concret ce que vous dites. Est-ce qu'on peut rappeler aussi qu'il a été un incroyable professeur d'optimisme, Lula, je me souviens. Il a carrément dopé le moral de la nation, s'il y avait cet aspect-là. C'est quand même, je voudrais qu'on me cite beaucoup de gouvernants qui ont sorti 40 millions de personnes de la pauvreté. Il a, sans avoir été à l'université, il en a créé 11 dans ce pays. Il a créé une Bolsa Familia qui a permis à beaucoup de personnes de pratiquement manger 3 fois par jour pendant leur vie. Il a créé un système qui a permis l'alphabétisation et la scolarisation de millions d'enfants. Je veux dire, le bilan de Lula est quand même remarquable. On espère qu'il gardera cette aura s'il n'est pas impliqué dans ce scandale. Voilà, pour l'instant, ce n'est pas prouvé. Professeur. Oui, c'est plus compliqué, je pense. L'industrie brésilienne, par exemple, qui existe depuis les années 50 environ, elle a été démarrée aux années 50, 60, etc., s'est fondée sur l'idée de la substitution d'importation, c'est-à-dire qu'elle est protégée et elle reçoit beaucoup de subsides de l'État. C'est ça qui s'est passé. Cette industrie, pendant le gouvernement Lula, il n'y a eu aucun investissement sérieux dans les infrastructures, dans la compétitivité. C'est un autre regard, là, sur Lula et sa gestion. Etc. Ce qui fait que les industries brésiliennes, effectivement, elles ont pu bénéficier du marché intérieur que Lula a créé, ça c'est sûr, mais sans être compétitives. Donc au moment où ce marché s'effondre, parce qu'on n'a plus de crédit, il n'y a plus d'argent, et qu'en plus on a la concurrence de la Chine, de l'Europe, des États-Unis, etc., qu'on vit dans un monde ouvert, qu'est-ce qui s'est passé? Les entreprises ont commencé à couler. C'est ombre et lumière. Non, les entreprises ont commencé à couler, c'est ce que disait Kolianski, c'est-à-dire on a eu une reprimarisation. Et voilà, pendant très longtemps, les entreprises brésiliennes étaient très favorables à Lula. C'est seulement maintenant qu'elles commencent à... Je vais vous poser une question, mais rapidement, il nous reste 1 minute. Est-ce que selon vous... Sur l'image de Lula à l'étranger, effectivement, aujourd'hui c'est malheur aux vaincus, mais ces 10 dernières années, les émergents, le Brésil était dans les émergents, ont attiré beaucoup de regards de l'extérieur, même des banques américaines. Les BRIC, finalement, c'est une création d'une banque nord-américaine, Goldman Sachs, qui orientait ses clients vers le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, qui étaient considérés comme les locomotives du monde, à une époque où aux États-Unis c'était pas terrible, au Japon non plus, en Europe encore moins. Aujourd'hui que le Brésil va mal, effectivement, on met le pouce vers le bas. Non, mais il faut se rappeler de ce qui a été fait, comme vous l'avez dit, pour des millions de personnes. Merci beaucoup pour ce débat, très intéressant, parce qu'il faut voir ce qui se passe également en Amérique latine, dans ce monde où nous sommes tous liés, interreliés. Restez avec nous. La suite de votre émission, et je vous propose une parenthèse pour se détendre un petit peu, et peut-être que notre caricaturiste Hervé Baudry, peut-être qu'il parlera du Brésil. On l'accueille.
Je ne sais pas s'il va parler du Brésil, en tous les cas en France, c'était une semaine politique, sociale, chargée, qui a dû vous inspirer, cher Hervé Vaudrey, tout en couleur. Oui, je vous emmènerai bien à Rio, Sonia, mais on va se contenter de Bruxelles. Déjà, nos amis belges qui, malheureusement, avec les attentats, sont toujours à la recherche de l'homme au chapeau. Alors moi, je vais me permettre de donner un conseil à Geneviève de Fontenay, surtout Geneviève, pas d'escapade à Bruxelles ce week-end, restez à Paris. Paris et Palmyre, Palmyre outragée, Palmyre brisée, Palmyre martyrisée, mais Palmyre libérée. Je l'ai fait bien. Hein. Belle victoire médiatique pour Bachar el-Assad, n'oubliez pas son petit sponsor officiel derrière quand même, hein, il faut bien souligner, mais je crois qu'il en profite un petit peu hein, médiatiquement. Ses vestes et ses lunettes colorées se mariaient bien avec les vestes à carreaux et le riz de veau. Jean-Pierre Coff, le célèbre chroniqueur gastronomique, s'en est allé. Alors Jean-Pierre, je sais que tu mets bien les produits frais, mais je te fais un petit dessin, un hommage, on s'était rencontrés, on avait travaillé ensemble, donc voilà, c'est un petit clin d'œil à Jean-Pierre. Et sans transition, on va parler de Donald Trump avec sa dernière sortie, hein, punir les femmes qui avortent, apparemment, c'était ce qu'il a dit lors de sa campagne électorale, donc il a encore dérapé avant de rétropédaler. Une provocation de plus pour le favori des primaires républicaines aux États-Unis. On va le garder celui-là. Voilà, avec sa belle coiffure et ses langues de vipère. Les propos du ministre de la Ville, Patrick Kanner, sur la centaine de quartiers présentant des similitudes potentielles avec Molenbeek, ont suscité des remous à gauche. Donc après le coup du Karcher dans les cités, pourquoi pas le coup du scanner, à observer de près comme ça les quartiers sensibles. Ça bloquait à gauche et ça bloquait à droite. Gros flop pour Hollande et pour la réforme constitutionnelle. Les Molières approchent et cette affaire sent le prix du spectacle politique. Donc on le voit bien. Allez, lisez-le. Ah, on va le lire alors. Oui, mais je vais jusqu'au bout. Alors, je le prends là parce que j'ai pas mis les lunettes. C'est 4 mois et un enterrement. Voilà. 4 mois pour rien. Hein. Donc avec la complicité de l'Assemblée nationale et le Sénat aussi. Hein. La liste est longue. Et pour terminer, forte mobilisation aujourd'hui pour la journée contre la loi travail, avec une météo de président, il faut quand même le souligner. Donc quelle sera la réaction de l'exécutif ? Peut-être un plan B, donc on va le voir sur le dessin. Il ne faut pas oublier que bientôt, il pourrait toutefois nous annoncer donc justement le retrait du projet de la loi travail pour demain, sachant que c'est le 1er avril. Non, c'est pas encore annoncé et c'est pas un poisson d'avril. Merci beaucoup. Merci Sonia, Hervé, à la semaine jeudi prochaine. Prochain, avec plaisir. Il est 23h, le journal avec Paul Bouffard. Ils ont manifesté contre la loi travail et ils étaient nombreux dans les rues de France aujourd'hui. Plus d'1 million de personnes selon les syndicats, près de 400 000 selon la police. Syndicats, élus et jeunes sont loin d'être apaisés par les concessions du gouvernement. Jérôme Bonnard. Cet après-midi, dans toute la France, selon la CGT et Force ouvrière, ils étaient 2 fois plus au moins que le 9 mars dernier. Plus rien ne freine la mobilisation, ni la pluie, ni les modifications du texte de la loi travail annoncé lundi 14 mars par le Premier ministre Manuel Valls. Aujourd'hui, le ton se durcit et vise toute la classe politique. Je pense que les parlementaires, au-delà du gouvernement, les parlementaires, eux aussi, doivent écouter le mécontentement. Et donc, ils doivent dire on recommence à zéro. Ils doivent dire au gouvernement il faut recommencer à zéro. Ce projet de loi n'est pas bon et donc il faut retravailler un vrai code du travail moderne qui protège les salariés. Sans l'obtention de nouveaux droits sociaux, il ne reste pour les centrales protestataires presque aucune marge de négociation avec le gouvernement. Le président de la République a été sage hier. Il a retiré son projet sur la déchéance de nationalité. Il faudrait qu'il soit sage aujourd'hui aussi et qu'il comprenne qu'il faut retirer ce projet de loi et qu'on remette tout sur la table, qu'on rediscute. On n'a jamais dit qu'on était pour le status quo, mais il faut rediscuter au fond du dossier. La CGT a promis en fin de journée d'amplifier l'action, les grèves, les manifestations, notamment le 5 avril en direction des parlementaires, le samedi 9 avril et après, jusqu'au retrait de ce projet de loi. Des manifestations qui ont dégénéré dans certaines villes de France, à Lyon ou encore à Paris. Il y a eu plusieurs dizaines d'interpellations au jet de pierres et de bouteilles vides. Les forces de l'ordre ont répondu par des gaz lacrymogènes. Et puis, une semaine après la diffusion d'une vidéo montrant un lycéen violemment frappé par un policier à Paris, le fonctionnaire soupçonné, un jeune gardien de la paix, a été placé en garde à vue.
Toute la journée, le gouvernement a suivi cette mobilisation anti-loi El Khomri et comme pour tenter une nouvelle fois d'apaiser les tensions, ce matin, la ministre du Travail, appuyée par Manuel Valls, s'est dit favorable à une possible évolution du texte, notamment sur le cas des travailleurs détachés. Et dans ce contexte, au Sénat, une centaine de chefs d'entreprise étaient réunis. Ils ont livré leur vision de la loi travail au micro de Stéphane Amalian. Le contexte était particulier, celui de la contestation du projet de loi El Khomri. Ici aussi, la loi travail divise. Le texte n'aurait pas encore trouvé son équilibre. Évidemment, il y a des exigences du patronat, il y a des exigences du salariat, des exigences du syndicat, c'est normal. À la fin, il faut arriver à un équilibre. Les chefs d'entreprise ont mis l'accent sur un point, celui de la simplification. Les normes jugées excessives et les charges qui sont un frein au développement. Des inquiétudes qui trouvent aussi écho chez les sénateurs de droite. Donc pour moi, la mesure d'urgence, urgentissime, c'est transférer les charges qui pèsent sur le travail, qui font déposer le bilan aux entreprises sur la TVA, sur la consommation. Selon un récent sondage, 46% des chefs d'entreprise seraient favorables à une modification du Code du travail. La France pourra bientôt juger Salah Abdeslam. L'extradition du terroriste présumé a été validée par la justice belge. Français et Belges organisent en ce moment même ce transfert sous haute sécurité. De son côté, Salah Abdeslam a réaffirmé aujourd'hui son souhait de collaborer avec les autorités françaises. Les suites de l'abandon de la révision constitutionnelle. Manuel Valls a fustigé de nouveau la droite sénatoriale lors des questions au gouvernement. C'était tout à l'heure des propos qui ont fait réagir sur les bancs de la Haute Assemblée. Louis Sibyl. Le débat constitutionnel n'en finit pas de faire des vagues. Une fois encore, Manuel Valls s'en est prise à la droite sénatoriale, jugée responsable du recul présidentiel. Tout en respectant profondément le Sénat, je regrette, mais je l'ai déjà dit, que vous n'ayez fait aucun effort, aucune proposition, je parle de la majorité sénatoriale. Les flèches du Premier ministre n'ont pas manqué de faire réagir les parlementaires de la majorité. Personne n'est satisfait de ce recul du président de la République. C'est l'impuissance qui gagne, et l'impuissance, ça fait des voix pour le Front National. Même à gauche, des voix se sont élevées pour défendre le travail sénatorial. Nous ne sommes pas les supplétifs de l'Assemblée nationale. Très bien. Et nous n'avons pas à nous aligner sur l'Assemblée nationale dans ce cas de figure qui est un cas de figure de constituant où nous avons les mêmes droits que l'Assemblée nationale. Un climat de défiance qui risque de marquer les rapports entre le gouvernement et la Haute Assemblée pour la fin du quinquennat de François Hollande. C'est une réforme victime collatérale de l'échec de la révision constitutionnelle, celle de la magistrature. Et pourtant, ce matin, Jean-Jacques Urvoas, le garde des Sceaux en personne, a assuré qu'elle serait adoptée. Jordan Klein. C'est une réforme votée par le Sénat en 2013, perdue depuis dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Fermement attendue par les magistrats, elle porte sur l'indépendance du parquet et est aujourd'hui relancée par le garde des Sceaux. Moi, comme garde des Sceaux, j'ai la possibilité de nommer qui je veux comme procureur. Qui je veux. Eh bien, il faut arrêter cela. Je ne le fais évidemment pas. Il y a une instance qui s'appelle le Conseil supérieur de la magistrature qui fait des vœux. Moi, je souhaite que les décisions du CSM deviennent la norme dans la Constitution. À l'heure actuelle, le CSM donne un avis sur les nominations des magistrats du parquet, mais la chancellerie peut passer outre. Cette réforme prévoit de rendre ses recommandations contraignantes. Objectif, éviter les accusations d'ingérence des pouvoirs politiques dans les affaires de justice. L'Europe a d'ailleurs souvent condamné la France sur ce dossier. Est-ce que vous seriez d'accord pour réformer ce Conseil supérieur ? Oui, encore que le respect du Conseil supérieur de la magistrature, c'est très largement une question de pratique. Il y a eu des gouvernements qui ont toujours respecté le Conseil supérieur de la magistrature. Après l'échec hier de la révision constitutionnelle, le ministre de la Justice tente de faire perdurer l'idée d'un congrès à Versailles. Mais le gouvernement est tellement affaibli qu'il n'a sans doute pas les moyens politiques d'une telle réforme. Il y aura des référents du bien-être animal dans chaque abattoir de France. C'est le souhait du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll après le nouveau cas de maltraitance dans un établissement des Pyrénées-Atlantiques. On écoute les précisions de Stéphane Le Foll. Des représentants de la protection animale dans tous les abattoirs de France. 2, une protection pour ces salariés qui pourra aller sur, on va regarder ça, jusqu'à leur donner le statut de lanceur d'alerte. En bref, Patrick Henry va rester en prison. La Cour d'appel de Paris a rejeté sa demande de libération conditionnelle. Patrick Henry est derrière les barreaux depuis 40 ans. En 1977, il a été condamné pour le meurtre d'un jeune garçon.
Et puis en Syrie, enfin, Bachar al-Assad se dit prêt à la tenue d'une présidentielle anticipée. Le chef de l'État syrien affirme se tenir à la disposition de la volonté populaire pour l'organisation de ce scrutin. Officiellement, son mandat s'achève en 2021. Et comme chaque soir, on passe à la revue de presse. On découvre ensemble les unes de vos quotidiens et des hebdos aussi. On va commencer, Paul, avec la une du Figaro. Le début de la fin, recul de la révision constitutionnelle, loi travail, le couple de l'exécutif français mis à mal. Et on en parlait tout à l'heure, Sonia. Le Figaro souligne que ce couple aborde une fin de mandat périlleuse. Commentaire de Yves Tréhard. L'éditorialiste parle de paralysie. François Hollande n'a plus d'air. 2016, annus horribilis, selon le journaliste. On poursuit avec l'Express cette semaine. Les défis, les chantiers pour reconstruire la France en couverture, il y en a 20 selon l'Express. Jacques Attali et un collectif d'experts en dressent la liste dans le magazine. Des réformes indispensables qu'il faudra engager dès le début du prochain quinquennat, durant ces fameux 100 jours, vous savez, durant l'état de grâce présidentiel. 20 défis parmi lesquels la ruralité, la santé et bien sûr la sécurité des Français. On découvre la une des Échos. Air France veut s'imposer dans le low cost. Le journal souligne qu'un plan est actuellement mis en place au sein de la compagnie aérienne. Le groupe veut doubler la taille de sa filiale à Bakou, Transavia. Objectif, peser face à Ryanair ou EasyJet, avec 20 millions de passagers en 2019. Et puis, cette question en une du quotidien, pourquoi les Français se remettent à consommer? Explication conjoncturelle, la baisse du prix du pétrole leur aurait redonné du pouvoir d'achat. La consommation des ménages est en très nette hausse depuis le début de l'année. Et Society, pour conclure. Du costume à rayures de banquier à celui de ministre bankable. Emmanuel Macron, pleine page dans Society, le magazine livre Le Monde. Selon Macron, le ministre de l'économie n'est pas vraiment inquiété par les déboires de l'exécutif français. D'ailleurs, Society rappelle que les sondages font de lui l'homme le plus populaire du gouvernement Valls. Ils disent même qu'il était aussi apprécié à droite qu'à gauche. Merci beaucoup Paul pour cette revue de presse, avec plaisir. Et tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin. Mon invité ce soir est philosophe, professeur de sciences politiques à l'université Paris 2, Panthéon-Assas, également à Stanford. C'est un ancien membre du CSA. Son livre « Médias et société » est devenu en quelques années une véritable bible dans le monde pour ceux et celles qui s'intéressent à l'univers des médias. Et il a publié Le choc des incultures aux éditions de l'Archipel, dont on va parler. Francis Ball, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Alors, avant de nous plonger dans votre livre, dans ce choc des incultures, je voudrais avoir votre réaction. Vous avez été membre du CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur les nouvelles règles, les modifications des règles pour la présidentielle qui pénalisent les petits candidats. On les entend déjà grogner, protester. Qu'en pensez-vous sur le temps de parole? Écoutez, si le CSA assouplit les règles, je m'en réjouis, parce que c'est une marque de confiance envers les journalistes. Et je crois que dans ce domaine, il faut avant tout faire confiance aux professionnels, c'est-à-dire aux journalistes en l'occurrence. Et donc je n'aime pas beaucoup les règles qui consistent véritablement à comptabiliser un peu trop pour voir quelles sont les proportions de temps, quelles sont les durées qui doivent être accordées aux uns et aux autres. Je crois qu'on ne peut pas ne pas accorder un peu de place aux petits candidats, entre guillemets, mais enfin tout le monde sait que de toute façon les opérations, le jeu ne se joue pas avec eux. Même si eux affirment que c'est un délit de démocratie. Oui, mais alors il ne faudrait tout de même pas qu'ils soient candidats simplement pour passer à la télévision. Alors on parle des médias car ils sont aussi au cœur de ce livre. Votre livre, Le choc des incultures, ces grands médias globaux à l'influence, à la vocation internationale. Et ils sont pour vous les gagnants, les grands gagnants de la mondialisation aujourd'hui économique. C'est incontestable? Oui, c'est incontestable parce que concrètement, ils ont été dopés par des technologies comme le satellite, qui évidemment permet d'un bout à l'autre de la planète de recevoir les mêmes émissions, les mêmes blockbusters, les mêmes divertissements. Et par conséquent, grâce à eux, ou à cause d'eux, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais incontestablement, une culture médiatique est devenue planétaire en quelques années seulement. Il y a eu une accélération, justement. Est-ce qu'Internet et cette mondialisation ont précipité cette prise de pouvoir de ces médias? Oui, incontestablement. Il y avait déjà eu, évidemment, les satellites. Il y avait eu les relais assurés par les câbles, mais Internet a considérablement planétarisé, si j'ose dire, entre guillemets, cette culture. Car là, véritablement, on accède à n'importe quoi, de n'importe où, avec surtout
des terminaux qui sont de plus en plus divers, depuis votre simple téléphone jusqu'au grand écran de télévision. Bien sûr. Alors, il y a ces gagnants, hein, et ils sont évidents. Et puis, il y a les perdants, ou plutôt, Francis Ball, ceux dont on pensait qu'ils allaient être balayés, mais finalement, ils résistent. C'est la culture, c'est ce que vous dites, dite populaire. Ce sont les cultures régionales, les cultures particulières. Ils ont été mis à rude épreuve, mais quand même, ça reste des bastions de résistance. Oui, ça reste des bastions de résistance. On avait bien pensé qu'après la chute du mur de Berlin, avec la mondialisation de l'économie, au fond, le monde allait devenir un village global, un village planétaire. C'est ce qui avait déjà été prophétisé d'ailleurs par McLuhan dans les années 60 et 70. Et que finalement, toutes les cultures particulières, les cultures régionales, les cultures minoritaires, allaient être balayées, comme si, au fond, une culture planétaire, pas forcément une culture américaine, mais certains pensaient qu'il ne s'agissait que d'une culture américaine, allait jouer le rôle de rouleau compresseur sur la planète entière. Et on a vu que finalement, des cultures particulières faisaient en quelque sorte de la résistance. Et c'est une bonne chose, parce qu'au fond, ce que les grands médias ont fait découvrir, c'est à la fois que l'unité de l'humanité, l'unité du genre humain, nous sommes tous égaux, nous sommes tous des citoyens du monde, mais en même temps, la diversité du monde. C'est-à-dire que concrètement, la culture européenne n'est pas la culture américaine, la culture nord-américaine n'est pas la culture sud-américaine. Et contrairement à ce qu'on avait prophétisé en pensant qu'on entrait dans le meilleur des mondes possibles, au fond, la découverte de cette diversité du monde montre que nous ne sommes pas du tout un village global, nous sommes des villes de plus en plus cosmopolites, et ce n'est pas forcément une catastrophe. Non, il faut s'en réjouir, dites-vous, mais oui. Bien sûr, il y a la culture européenne, on peut aller plus loin dans le détail, il y a les identités corses, bretonnes, etc. Mais est-ce qu'il peut ne pas y avoir, et ça c'est la question qui en découle, une concurrence? Est-ce qu'il n'y a pas, alors il faut employer le mot à bon escient, hein, des extrémismes, même une forme d'intégrisme pour pousser certaines cultures et identités plus que d'autres? Parce que certains poussent le bouchon, si j'ose dire, un peu loin. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la seule culture valable, la seule culture, qui mérite véritablement considération, c'est celle du pays où ils sont nés. Et là, incontestablement, ça peut conduire à un certain identitarisme, c'est-à-dire négliger tout ce qui n'est pas la culture d'un terroir, tout ce qui n'est pas la culture d'un lieu, du lieu où l'on est né. Car qu'on ne veuille ou non, on emporte avec soi, où qu'on aille, la culture du lieu où on est né. Mais cela dit, le monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous venons d'entrer, après les années 90 et plus encore depuis 2005 ou 2010 avec Internet et la popularisation d'Internet grâce à la multiplicité des terminaux, fait que nous entendons vivre chacun avec des cultures différentes entre lesquelles il faut un peu composer. Et il faut emprunter à chacune. Le village global est balayé. Vous dites oui, il faut faire respecter, faire vivre, même, c'est un beau mot, et s'entendre vivre ces différentes cultures. Mais attention, pas de surenchère. Et est-ce que ce n'est pas là justement le choc des incultes, dites-vous, qui croient détenir l'avenir en poussant leur propre culture? Oui, ce que j'appelle les incultures dans ce livre, ce sont précisément ceux qui sont monomaniaques. C'est-à-dire, par exemple, les savants, les scientifiques qui considèrent que les clés de l'avenir ne sont que dans les sciences. Alors le scientisme, le progressisme peut conduire jusqu'au transhumanisme, c'est-à-dire la transformation même de l'homme, qui n'est pas seulement amélioré, augmenté par les technologies. Et là on voit l'apprenti sorcier même, oui. Voilà, l'apprenti sorcier, le savant fou en quelque sorte. Bon, ceux qui ne vivent que des médias globaux, qui veulent toujours être à la mode, qui veulent toujours être modernes. Évidemment, c'est la meilleure manière d'ailleurs d'être toujours démodé, d'être dépassé. La mode, par définition, passe très très vite. Ceux-là, évidemment, vivent de l'ère du temps. Alors ils considèrent que
c'est véritablement ne pas être moderne que de ne pas avoir vu le dernier blockbuster, ne pas porter le dernier vêtement très à la mode. Les fashion victims, c'est comme on dit, les victimes de la mode. Ça, ce sont des monomaniaques. Ce sont des conformistes, des ultra-conformistes en quelque sorte. Ils veulent à tout prix être modernes. Et puis, il y a ceux qui considèrent que la culture corse ou la culture bretonne ou la culture française est la seule qui vaille. Et ça, ce sont des identitaristes qui peuvent aller très loin dans leur manie, qui peuvent aller, surtout lorsqu'ils drapent cette culture régionale, cette culture locale, dans les oripeaux d'une religion, ils peuvent aller évidemment jusqu'au fanatisme, jusqu'au djihadisme. C'est un risque que vous pointez. Francis Ball, entre culture et identité, il y a des liens très forts. Alors sur ce sujet, vous dites et vous rappelez qu'il faut relire, réentendre ce que disait, d'ailleurs il était à votre place il y a quelques semaines, Amin Malouf, dès 98, il s'inquiétait de ce qu'il appelait les identités meurtrières, un livre qui a dû marquer beaucoup de téléspectateurs sûrement. Oui, ben oui, c'est exactement ce que je dénonce dans cette monomanie de ceux qui considèrent que la culture du lieu où ils sont nés est la seule culture légitime, la seule culture valable. Et ce que je développe dans la dernière partie de ce livre, c'est que la meilleure manière de dépasser cette manie, c'est de retrouver pour chacune des grandes cultures, des grandes civilisations, ce qu'elles ont fait de meilleur, c'est-à-dire leurs humanités, leur philosophie, leurs arts, leur littérature. Car c'est par le haut, en quelque sorte, que les cultures peuvent dialoguer les unes avec les autres. On découvre, par conséquent, ce que l'Inde a fait de meilleur. On découvre ce que l'Europe a fait de meilleur. Et c'est par le haut, c'est par leurs humanités respectives que les civilisations, ce que les ethnologues appellent les civilisations, peuvent dialoguer entre elles. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que vous mettez quelque chose de concret derrière un mot qui est souvent creux, on ne sait pas quoi y mettre, le dialogue des cultures, des civilisations. Vous dites, il faut s'intéresser à leur histoire, ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont fait, etc., pour nous rapprocher. Mais c'est formidable. Sur le papier, certains vont vous dire, Francis Ball, c'est un peu bisounours. Non, c'est pas du tout bisounours, c'est pas du tout bisounours parce qu'on a cru pendant un certain temps que véritablement le monde allait devenir plat, le monde allait devenir uniforme. Et je crois que nous avons tous besoin de nous sentir chez nous quelque part et de nous reconnaître une identité, à condition que cette identité ne soit pas véritablement une obsession. Donc, je crois que chacun doit commencer par avoir une certaine estime de la culture dans laquelle il est né, et que c'est par l'estime qu'il a de sa propre culture qu'il pourra mieux comprendre ce que les autres cultures ont de meilleur. Et je crois que ce qui est un peu dommage, ce que je regrette beaucoup, c'est que l'école, au sens large du terme, depuis l'école maternelle jusqu'aux grandes écoles, on est depuis une quarantaine d'années en France, mais pas seulement en France, négliger les humanités, considérant qu'après tout, c'était un décor un peu inutile. Ils ont abandonné cette mission première. Oui, parce que concrètement, les plus obtus conservateurs considéraient que véritablement, pour entrer dans le monde moderne, tout ça était totalement inutile et que c'était dépassé. Et que de l'autre côté de l'échiquier, les progressistes considéraient qu'il n'y avait d'avenir que dans la science et que véritablement la culture des humanités, l'histoire, la philosophie, les arts, la littérature surtout, la littérature et la philosophie, avant même l'histoire et les arts, mais je ne veux pas établir entre eux de hiérarchie. Ils considéraient que c'était véritablement quelque chose de très bourgeois et que si on entendait défendre les humanités, c'était pour perpétuer en quelque sorte le règne et la contrainte de la bourgeoisie sur le reste. Ce qui est évidemment stupide. Droite et gauche sont responsables de ce renoncement. On a envie de vous dire, et vous, et les intellectuels, Francis Ball, on a entendu certains qui s'étaient justement élevés contre la réforme des rythmes de l'école, etc. etc. Est-ce que justement, vous y avez participé Écoutez, faire entendre votre voix? Ceux qui enseignent la philosophie ou l'histoire ou la littérature sont un peu dans une situation de désarroi. Ils se désolent de voir que
soit leurs étudiants ne s'y intéressent pas parce qu'ils considèrent, parce qu'on leur a dit que c'était totalement inutile pour entrer dans le monde moderne et pour gagner de l'argent et pour y avoir une place. Et par conséquent, ils sont tentés soit de cultiver leur jardin, de considérer que véritablement ils enseignent des choses qui sont non considérées, non légitimes, soit ils rêvent de faire autre chose. Ce n'est pas votre cas, vous gardez la passion intacte. C'est-à-dire de parler de choses qui n'est pas du ressort de leurs compétences. Et ça, ce sont les intellectuels médiatiques, ceux qui peut-être sont des bons clients pour les médias, mais ceux qui sont tentés de répondre à des questions pour lesquelles ils n'ont pas de compétences particulières. Vous avez et ça, c'est très dangereux. À ma question. Vous l'aviez, je suis sûr. Oui. Je doutais un peu. Mais vous n'étiez pas du tout mise en cause. Non, mais parce que c'est un jeu de dupes. Parce que je comprends que les journalistes s'interrogent à ceux qui savent répondre en 2 minutes ou en 3 minutes. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'ils posent parfois des questions à des gens qui ne sont pas forcément compétents pour y répondre. Vous avez tout à fait raison de le rappeler. Francis Ball, je voudrais qu'on finisse sur note d'espoir. L'essentiel dans ce livre que je conseille vraiment aux téléspectateurs, c'est s'intéresser aux cultures des autres. C'est vraiment le pont. On parle beaucoup, alors cette phrase de choc des civilisations, on l'a entendu et même réutilisée en ce moment. Vous dites s'intéresser aux autres concrètement, découvrir leur culture, les humanités aussi des autres civilisations. Oui, et c'est par le haut, si j'ose dire. C'est par ce que chacune de ces civilisations a de meilleur, ce qui exprime le mieux son génie, ce qui sublime par conséquent une manière de vivre, une manière de penser, une manière de sentir, une manière d'agir aussi, parce que par le bas c'est très dangereux. Je vais vous dire pourquoi, parce que quand la télévision est apparue dans les années 60-70, lorsqu'elle s'est répandue, on a cru que montrer la culture des autres, c'était véritablement permettre à chacun de mieux apprécier les autres, de le mieux aimer, de trouver sa culture plus légitime. Ce qui n'est pas vrai du tout, parce que celui qui n'accède pas à cette culture par le haut trouve véritablement bizarre finalement les comportements des autres. Et bien loin de se rapprocher d'eux, ça les éloigne au contraire. Donc je crois que il faut d'abord connaître sa propre culture, il faut d'abord connaître ce qui exprime le mieux le génie de sa propre civilisation pour accéder au génie des autres civilisations et voir ce qu'il y a d'universel au fond dans la culture des autres. Pourquoi Madame Bovary est-il lu, le livre est-il lu au Japon? Parce que simplement, évidemment, le livre aborde un problème qui est universel. Il y a quelque chose d'universel dans ce que les civilisations font chacune de mieux. Et ce message fait du bien ces temps-ci. Je vous remercie. Merci beaucoup Francis Ball, c'était un plaisir de vous inviter. On arrive presque à la fin de cette émission, mais d'abord c'est le zapping et c'est une sélection ce soir de Jérôme Bonnard. La loi travail, François Hollande ne l'a pas défendue devant les Français. Il n'est pas venu une fois. Il ne s'est pas exprimé sur ce sujet. Or, le travail d'un président de la République est d'être constamment en lien, en phase avec le peuple de citoyens qu'il a élu et de lui parler, de lui faire partager ses raisons, ses orientations, ses choix. Or, l'Élysée s'est enfermé, c'est pas la première fois de l'histoire, dans une espèce de silence, d'isolement, d'insularité, comme dans une île, et qui n'est pas au contact des citoyens. Comment voulez-vous que ça passe ? Nous avons créé sur l'année 2015 près de 100 000 emplois. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant par rapport à notre croissance démographique. Et nous sommes en effet dans ces signaux plutôt positifs. Et c'est pour cela que ces chiffres que nous avons annoncés encore jeudi dernier doivent nous être encore plus une invitation à intensifier l'action. Vous l'avez dit, il y a des mesures conjoncturelles face à cela qu'il faut prendre. Ces mesures conjoncturelles, elles ont été décidées par le président de la République. Au-delà du pacte de responsabilité et du CICE, c'est notamment le plan pour l'emploi. Aujourd'hui, c'est 130 000 demandes embauches PME qui ont été formulées par les chefs d'entreprise sur les territoires pour accélérer cette création d'emplois. Parce que je vous rappelle que ça fait 3 ans. 3 ans que j'explique régulièrement, et je l'ai dit au président de la République, je l'ai dit à plusieurs reprises, que la logique d'austérité ou de rigueur, on appelle ça comme on veut, c'est suicidaire socialement,
remet en cause des droits, économiquement, ça plombe la croissance et démocratiquement. Donc vous laisserez faire. Et que j'ai... Non, c'est pas que je laisse faire, c'est moi je me bats. Hein, et quand j'ai dit au président de la République à la conférence sociale que l'une des raisons du montée en France comme ailleurs, parce que quand je discute avec mes collègues européens, vous avez ça dans les pays nordiques, vous avez ça en Belgique, vous avez vu ce qui s'est passé ce week-end en Belgique. Bon, l'essentiel pour nous, des raisons, c'est quoi ? C'est la situation économique et sociale en France comme ailleurs. Donc si l'on... on est tous d'accord. Oui, non, mais non, on n'est pas tous d'accord. Parce que quand je dis ça au président de la République, lui me répond, non, c'est essentiel, c'est un problème identitaire. Qu'est-ce qu'est la lutte contre le terrorisme? Ce n'est pas l'inscription dans la Constitution, c'est donner plus de moyens à nos services de renseignement, à la police, à l'armée, à la gendarmerie. C'est faire en sorte que les sanctions contre les terroristes soient plus fortes, ce qu'on est en train de faire sur le texte sur la criminalité. C'est faire en sorte qu'il y ait plus de contrôle à nos frontières. C'est-à-dire que ce sont des mesures concrètes. Ce que les Français attendent, ce sont des mesures concrètes, visibles, qui donnent le sentiment que la sécurité est renforcée. Franchement, inscrire l'état d'urgence dans la Constitution, il est déjà voté. Inscrire la déchéance de nationalité dans la Constitution, elle est déjà possible par le Code civil. Le président de la République, au moment des attentats de janvier et au moment de novembre, a incarné la détermination de la nation face à ce défi. Qui peut dire l'inverse? Personne n'a d'état d'âme. Personne n'a d'état d'âme. Nous n'avons pas d'état d'âme parce que justement, et ce mot revient souvent dans nos débats, au nom des valeurs. Nous nous battons au nom des valeurs. Quelles sont nos valeurs, Monsieur le Ministre? La force du droit, le glaive de la raison, la capacité justement à ne pas se laisser emporter par l'émotion. Regardez ce qu'il reste. Des petits bouts de tuyauterie. Pourquoi laisser uniquement cela? Ils auraient pu la prendre aussi, vu ce qu'ils ont fait. Ils ont tout pris. La France et l'Union européenne ont protesté, mais en vain. Le jardin d'enfants voisins, construit par l'Europe, est lui aussi sous le coup d'un avis de démolition. Mon père est venu s'installer ici en 1950, chassé des territoires israéliens. Il n'y avait personne ici. La colonie a été construite en face en 1980. Moi, je suis palestinien, c'est ma terre ici, et je n'en partirai pas. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Votre rendez-vous demain matin, c'est Territoire d'Info. Et je vous retrouve avec plaisir lundi, bien sûr, pour une nouvelle semaine de débat, décryptage. Et puis le grand entretien lundi soir, ce sera avec le philosophe Michel Onfray. À bientôt donc. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie.